Bonjour. Dans le cadre d'Argos, une organisation axée sur la guérison, nous vous souhaitons la bienvenue à cette série de podcasts vidéo où nous déclarons que notre feu vert est également source de guérison. Il nous inspire à créer un espace d'empathie, de santé et de bien-être qui favorise l'excellence et la croissance durable. En compagnie de plusieurs dirigeants d'Argos, nous découvrirons comment les organisations peuvent guérir leurs relations afin de créer des espaces de travail plus humains et plus conscients. Rejoignez-nous à chaque épisode pour apprendre, vous inspirer et construire des organisations qui guérissent véritablement. Aujourd'hui, nous accueillons Thomas Restrepo, vice-président de Futuro de Argos, et Ana Milena Vasquez, mobilisatrice de la conscience organisationnelle, qui animera la conversation. Nous parlerons du lien entre le capitalisme conscient et Argos, une organisation qui guérit. Bonjour, nous allons aujourd'hui entamer une série de conversations très intéressantes sur le cheminement riche d'une organisation qui guérit. Je suis aujourd'hui accompagnée d'un leader et d'un être humain assez spécial. C'est un immense honneur pour moi de m'entretenir avec vous aujourd'hui. Lorsque nous avons préparé cette conversation, j'ai dit que j'espérais pouvoir être une excellente interlocutrice pour une discussion sincère dans laquelle nous pourrions continuer à nourrir cette merveilleuse aventure qu'est notre organisation de guérison, dans laquelle je sais que vous avez des convictions profondes. Tu es une leader qui a vécu l'expérience avec ses courbes, ses abîmes, ses défis, mais aussi les beaux paysages que procure cet exercice de leadership et d'appartenance à un environnement organisationnel avec sa dynamique, ses défis, ses enjeux et ses renoncements. Je suis donc très heureuse d'être avec toi aujourd'hui. Ana, merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi d'avoir cette opportunité. Je suis ravi de pouvoir partager mes perceptions, mes convictions sur ce qu'est une organisation qui guérit. Ce qui, je pense, est effectivement un concept très pertinent à ce moment de l'histoire de l'humanité, compte tenu du rôle que peuvent en jouer les entreprises, au-delà de la création de valeur économique. Nous avons un rôle plus large à jouer. Absolument. Et dès le début, tu as ouvert la voie à cette démarche qui est née précisément de ces convictions profondes, mais aussi parce que je sais que tu te nourris de manière très rigoureuse et très fiable. Tu as un appétit intellectuel sensible et curieux pour les modèles, pour les forces émergentes, pour ce qui se passe dans le monde, mais aussi pour les formes de leadership, les modèles de développement économique comme le capitalisme conscient, ou encore cette danse si intéressante entre organisation curative, excellence et productivité. Et j'aimerais te poser une question afin que nous explorions un peu plus en profondeur cet être humain qui est un leader. Nous savons qu'en tant qu'être humain et en tant que leader, tu es animé par des convictions très profondes, parmi lesquelles l'héritage que ton père t'a laissé sur ton chemin existentiel. Parle-nous un peu de ces convictions maintenant que tu t'es engagé sur la voie d'une organisation qui guérit. Ana, c'est oui. Une question qui me touche au cœur. En effet, je sais que nous avons tous des relations différentes avec nos parents. Mais la mienne avec mon père était exceptionnelle. Il occupait des postes très importants dans des entreprises très influentes et était un leader que tout le monde admirait dans cette vision hiérarchique des anciennes entreprises, n'est-ce pas? Le docteur Untel, n'est-ce pas? C'était une autre époque, très différente. Mais grâce à la proximité que j'avais avec mon père, j'ai pu voir comment, tout au long de ma carrière professionnelle, chaque fois qu'il revenait d'un voyage, il racontait une anecdote, quelque chose. Il parlait toujours d'un être humain avec un nom et un prénom, avec une histoire de vie, des anecdotes toujours très drôles. Mon père avait un sens de l'humour incroyable, mais il racontait surtout, je ne sais pas, ses aventures qu'il vivait à travers tout le pays, dans toutes les succursales de l'entreprise où il travaillait. Il arrivait et racontait que telle ou telle personne avait vécu telle ou telle anecdote amusante et c'était toujours comme un monde de personnes. Donc, chez mon père, qui était cadre, ce dont j'entendais le moins parler, c'était vraiment des revenus, de l'EBITDA, évidemment, je veux dire, à la maison, n'est-ce pas?
Et dans sa vie personnelle, il disait qu'il ne fallait pas trop parler d'argent en société et à table, etc. Mais il parlait beaucoup de son travail, et ce qu'il disait de son travail était une vision profondément humaine. Et c'est ainsi qu'on se souvient de lui. Ainsi, chaque fois que je rencontre des personnes qui ont connu cette période de la vie professionnelle de mon père, elles me racontent plein d'anecdotes que je ne connaissais pas. Elles me décrivent comment il était en tant que personne et, à chaque conférence, convention, congrès, réunion, conseil d'administration, peu importe, elles parlèrent toujours d'un être profondément humain, et il avait également cette vision humaine de toutes les personnes avec lesquelles il interagissait. Avec lui, j'ai appris quelque chose qui me semble très important, ou plutôt, j'ai appris quelque chose qui m'a toujours semblé très important dans le travail. C'est le sens de la confiance, tu vois. Il construisait, et encore une fois, nous parlons d'un monde très différent. Il n'y avait pas cette abondance de talents professionnels qu'il y a aujourd'hui, de personnes formées dans tant de spécialités, etc. Donc en gros, ce qui m'a appris, c'est qu'il fallait s'entourer de personnes en qui on pouvait vraiment avoir confiance, être sûr qu'elles allaient dans le même sens, qu'elles allaient se compléter parfaitement dans la prise de décision et qu'elles allaient développer le concept d'organisation qu'elles souhaitaient à ce moment-là. Il a donc vécu toute l'histoire de la responsabilité sociale qui était un concept à son époque. Puis le mot « durabilité » est apparu et dans les dernières années de sa carrière, il a donné de nombreuses conférences à titre honorifique, n'est-ce pas? Et le soir, d'une certaine manière, il ne s'agissait pas de savoir comment vendre une assurance, comment rendre une compagnie d'assurance ou un conglomérat financier plus ou moins efficace. Ce n'était pas le savoir qu'il voulait partager avec la société, c'était vraiment le savoir sur la manière dont ces entreprises profondément humaines, comme lui, avaient ce rôle au-delà de faire des affaires et de générer de l'argent et de la valeur. C'était cette façon de perdurer et d'avoir un impact à beaucoup plus long terme sur la société. Ce que vous nous racontez en ce moment est incroyable et merveilleux, car cela permet de comprendre très profondément pourquoi vous êtes convaincu que l'organisation doit être une organisation qui guérit et qu'Argos doit évoluer vers le bien-être. Il y a un héritage qui a beaucoup nourri votre perspective, votre regard et votre sensibilité sur le sujet. Et c'est précisément cette voie, l'organisation curative, qui consiste à se rappeler, je dis bien se rappeler, que nous sommes des êtres humains immenses, mais aussi complexes, qui vivons dans des environnements organisationnels, et que c'est une voie qui nous permet à tous de nous épanouir en étant productifs, en étant excellents, mais aussi en déployant d'une certaine manière ce potentiel si intense que nous avons en nous. L'organisation bienveillante est quelque chose qui se passe entre les humains. Ce que vous nous dites en ce moment est donc très précieux. Si vous pouviez expliquer aux personnes, aux membres, à ces êtres humains qui composent Argos, mais aussi à tous nos groupes d'intérêt, à tous les acteurs concernés, qu'est-ce que signifie pour Thomas être une organisation bienveillante? Les entreprises qui perdurent dans le temps, si vous y réfléchissez bien, sont celles qui répondent à un besoin fondamental de la société. Certaines ne proposent pas toujours le produit idéal, n'est-ce pas? Je ne vais pas parler d'autres industries pour les critiquer, mais il y a des industries dont on se dit « ce produit, je ne sais pas, sa valeur nutritionnelle, ou la pollution qu'il génère, ou autre chose, n'est-ce pas ?» On se dit « ce n'est pas le produit idéal, mais si les gens l'achètent, c'est parce qu'il répond finalement à un besoin réel de la société. » Donc, ce qui nous incombe, à nous qui concevons et faisons évoluer ces organisations vers l'avenir, c'est en quelque sorte de trouver cette adéquation entre ce dont la société a besoin. C'est pourquoi on parle de guérison. C'est une douleur que ressent la société. La société souffre de nombreuses douleurs, et ces douleurs, comme vous le disiez,
évoluent avec le temps. C'est pourquoi cela se conjugue au présent continu. Il s'agit donc de trouver les maux dont souffre la société et que je suis capable de résoudre grâce à mes produits, mes services et les capacités de mon entreprise. Ainsi, dans la mesure où je configure l'offre de valeur, la culture organisationnelle de mon entreprise, la manière dont je me rapporte à mon environnement, de manière à contribuer à résoudre ce mal, à éliminer ce mal de la société, j'ai une organisation qui guérit. Cette organisation curative elle part de ce qu'il y a de plus fondamental dans une entreprise, à savoir ses employés et sa culture. Il faut commencer par là. Et puis, quand on voit, disons, une souffrance qui existe depuis toujours et qui, je pense, existera toujours dans une certaine mesure dans la société, c'est la question de savoir comment chaque être humain subvient à ses besoins. N'est-ce pas? Comment parvenir à vivre dignement, à avoir un revenu et à subvenir à nos besoins, comme dans la pyramide de Maslow en quelque sorte. Comment chaque composante de la société évolue dans cette pyramide. C'est donc un premier besoin fondamental, une souffrance fondamentale, disons, que la société aura toujours. La manière dont nous accueillons nos employés, dont nous nous assurons que cet espace est sûr au sens littéral du terme, n'est-ce pas, en termes de sécurité et de santé au travail, etc., mais aussi sûr sur le plan psychologique. Sûr dans le sens où c'est un espace dans lequel je peux m'épanouir, où l'on me donne les outils pour m'épanouir, où l'on respecte mes différences par rapport aux autres, un espace diversifié, etc. En d'autres termes, dans la mesure où nous partons de ce noyau en permettant aux gens d'être dans cet endroit qui nous guérit, en tant qu'êtres humains qui allons travailler, tous, à tous les niveaux de l'organisation, nous nous levons tous les jours et tous les jours nous allons travailler et nous sommes payés tous les 15 jours. Et notre vie se construit autour de ce que nous sommes en tant que professionnels ou en tant que personne, en tant qu'employé d'une entreprise. Cette entreprise qui guérit, part donc de là. Elle part du soin que nous apportons aux personnes et se développe en chacun de nous. Disons, à partir des cercles concentriques que l'entreprise forme à partir de l'employé, n'est-ce pas? Nous arrivons ensuite aux fournisseurs, nous arrivons aux clients, nous arrivons à la société dans son ensemble, aux communautés qui nous entourent, aux institutions qui nous gouvernent et nous réglementent, etc. Peut s'épanouir, grandir, et être lui-même peut s'épanouir, grandir et être lui-même avec ses particularités, ces autres cercles commencent à se nourrir, et nous allons atteindre chacun de ces cercles concentriques avec une proposition de valeur super puissante. Ce qu'ils diront, c'est « J'ai cette image où, lorsqu'un de nos clients ouvre un sac de ciment, l'air qui s'en échappe est comme une force très profonde qui me dit « Nous avons fait tout notre possible pour que ce ciment que vous avez là, et avec lequel vous allez construire beaucoup de bien-être, soit une école, un hôpital, un logement, etc. N'est-ce pas? Une route. » Cette analogie que vous faites est merveilleuse, car en plus de la déclaration, que nous allons lire dans un instant pour vous poser une question à ce sujet, notre feu vert, symbole de tant de choses, honorant le chemin parcouru, est également source de guérison. Vous m'avez donc amené à m'imaginer comme ce client ou ce groupe d'intérêts ressentant et percevant quelque chose au-delà du béton. C'est très intéressant. Et disons aussi que vous placez la conversation à un niveau assez intéressant en termes de possibilité d'être une organisation guérisseuse qui, d'une certaine manière, fait des entreprises une force transformatrice du bien, en faisant ce qui est juste pour les membres et pour tous les groupes d'intérêt. Et c'est assez spécial. Lorsque nous étions en pleine phase de construction, tu nous as accompagnés lors de certaines séances de travail, nous avons discuté et nous t'avons dit beaucoup de choses. Nous disions que lorsque les organisations ouvraient la porte à cette possibilité de tisser un processus vers une organisation réparatrice, le plus important était de reconnaître le terrain fertile pour semer. Car il s'agit d'une organisation qui, au cours de son histoire et au fil des ans,
a connu des évolutions très intéressantes. Depuis le leadership de l'entreprise, depuis l'offre de valeur, depuis la durabilité. Mais nous avons également discuté de l'importance de reconnaître ces erreurs majeures, que nous appelions à l'époque des angles morts, ou ces questions que nous devons également accepter et prendre en charge. Si je te demande, à propos de ce terrain fertile que nous honorons pour construire cela, que voudrais-tu mettre en avant dans ce terrain fertile qui habite Argos ? Anna, écoute. Il y a une chose très importante. Ce sont les valeurs fondatrices de cette entreprise. En 1934, le monde était en pleine révolution, n'est-ce pas ? Nous parlons de la crise des années 30. L'optimisme était au plus bas partout, et ici, en Colombie, si proche de la sphère américaine à cette époque, ce n'était évidemment pas un long fleuve tranquille pour imaginer une histoire d'entrepreneuriat telle qu'elle est devenue. Donc, première chose, nous constatons qu'un large groupe de personnes décide de se lancer dans l'entrepreneuriat. Plus de 100 actionnaires ont décidé de créer une entreprise de fabrication de ciment qui avait pour objectif de remplacer les importations. Le ciment était importé d'Angleterre dans des fûts et c'est avec ce ciment que le pays se construisait. On construisait des routes, des barrages, des hôpitaux, des logements, etc. On construisait un pays qui avait très envie de croître et de se développer. Et ces personnes ont dit « Nous allons le faire ici, localement. Nous allons rendre ce pays plus efficace et lui donner, d'une certaine manière, la confiance nécessaire pour croître et développer tout son tissu économique et social. » Ces fondateurs avaient donc des valeurs fondamentales qui, comme ils étaient et pour la plupart issus de l'école des mines, étaient le travail et la droiture, qui est la devise de l'école des mines, inspirée des écoles d'ingénieurs napoléoniennes. Les ingénieurs de cette époque étaient des gens incroyables. Ils étaient polyvalents, artistes, poètes, bohèmes, philosophes, tout à la fois, et ingénieurs. C'est ainsi que tout a commencé. Il faut toujours garder cela à l'esprit. Travail et droiture, engagement pour le pays, prise de risque, innovateurs et entrepreneurs en série, car ils ont créé de nombreuses cimenteries au cours des 15 années suivantes dans différentes régions du pays. Il y a donc là une valeur fondamentale importante. Nous constatons également qu'au fil du temps, cette entreprise a développé des aspects très importants, comme cette relation absolument symbiotique qu'elle entretient avec les communautés, une relation de respect. Et ce mot, respect, est un mot qui imprègne toute notre culture. Ce respect profond, le respect commence par se reconnaître soi-même, reconnaître l'autre pour la richesse et la validité qu'il possède dans son rôle et dans sa propre différence. Pourquoi ? Parce que dans le secteur minier, où notre activité a débuté, vous allez extraire une ressource loin de chez vous, là où se trouve le calcaire, l'argile, le charbon, peu importe. Et d'une certaine manière, vous allez dire à cette communauté « Prêtez-moi cette ressource, je vais l'utiliser pour fabriquer un produit à forte valeur ajoutée. » Mais nous dépendons tous les deux de cette collaboration avec cette communauté où il y avait auparavant un pâturage ou autre chose et qui se transforme soudainement en mine et en usine. Je pense donc que ce respect profond vient du fond du cœur. Je pense donc que d'un point de vue culturel, fondamental et instrumental, il existait, ou existe encore, un terrain absolument fertile, qui continue d'être cultivé et fertilisé chaque jour, et que l'organisation curative est enfin un concept global qui reconnaît ce qui a été fait là-bas et qui le transpose. Attention, ce que nous faisons tous les jours, le transpose dans des endroits où nous ne le faisons peut-être pas avec la même intensité, vous me comprenez ? Alors, allons un peu plus vers le fournisseur, allons un peu plus vers le client, allons plus vers l'employé, c'est-à-dire, faisons-le de manière plus directe et plus déterminée, beaucoup plus résolue. Donc, c'est en gros comme un terrain qui est là et dont nous pouvons nous servir énormément pour aller plus loin.
C'est sans aucun doute un terrain fertile pour continuer à semer. Et ce qui est intéressant, c'est que tous ceux qui regardent ce vidéo-podcast, d'une certaine manière, avec ce que vous racontez, se souviennent qu'il y a ici un esprit fondateur absolument précieux et très puissant pour le chemin que nous sommes en train de développer en ce moment. Je vais vous lire la déclaration de notre organisation de guérison pour conclure, puis je voudrais vous poser une question. Nous pourrions rester ici tout l'après-midi, car la conversation est passionnante, mais je voudrais vous lire cette déclaration avant de vous poser ma question. De plus, c'est une déclaration qui nous accompagne ici, elle est déjà présente dans de nombreux endroits, et elle est la suivante. Notre feu vert est également source de guérison et nous inspire à promouvoir un espace d'empathie, de santé et de bien-être qui favorise l'excellence et notre croissance durable. C'est une déclaration qui nous invite, c'est un appel. Elle nous accueille, nous inspire, nous met au défi. Quel appel souhaitez-vous lancer en ce moment aux parties prenantes d'Argos, évidemment aux membres et à tous ceux qui sont concernés par cette déclaration qui est déjà une réalité? Écoute, Anna, pour moi, il y a un mot qui se trouve, par coïncidence, disons, au centre de la phrase, c'est le mot « empathie ». Je pense que c'est de ce mot « empathie » que naît le pouvoir que nous avons chacun d'entre nous en tant que membre de cette organisation de guérison. Ce que j'aime le plus dans ma fonction, c'est que mon rôle est très large. J'ai beaucoup de responsabilités, mais l'une d'entre elles est la gestion des ressources humaines. Ce que j'aime le plus dans cette fonction, c'est d'aider les gens à surmonter leurs souffrances. Et moi, je ne sais pas, peut-être en raison de mon niveau dans l'organisation, je reçois généralement des cas qui génèrent déjà beaucoup de souffrances, beaucoup de tensions, et on me demande des rendez-vous. Docteur, Thomas ou peu importe, pouvez-vous me recevoir? Bien sûr, avec plaisir. Bien sûr, j'ai une politique de porte ouverte absolue et toute personne, quelle que soit sa position dans l'organisation, interne ou externe, peut venir me voir. Et ce que je réalise, pour revenir à la première question que vous m'avez posée, c'est que ce sont des êtres humains qui, pour une raison quelconque, ont vu quelque chose cesser de fonctionner. Quelque chose a cessé de fonctionner dans ce qu'ils font. Ce qu'ils font aujourd'hui était peut-être tout à fait valable il y a 3 ans et correspondait parfaitement. Mais aujourd'hui, quelque chose ne fonctionne plus. Alors, mon appel est vraiment le suivant. Quand nous marchons dans une usine, parlons à nos collaborateurs, regardons nos collègues et identifions une souffrance, quelque chose qui ne va pas, soit parce qu'ils nous le disent, soit parce que c'est simplement une personne que nous connaissons depuis longtemps et qui n'est pas tout à fait normale. Ne laissons vraiment pas passer cela. Ne laissons pas passer cela, car peut-être avons-nous nous-mêmes une partie de la solution. Et une partie de la solution consiste souvent, simplement, à écouter. Oui, je t'ai entendu. Souvent, je te le dis, Anna. Souvent, des gens viennent s'énerver parce que ça arrive et ils m'ont dit 7 fois la même chose. Que ce n'est pas possible, que ce n'est pas possible, que ce n'est pas possible, quoi qu'ils attendent. Et je leur explique la même chose. Je leur dis, tu sais quoi, ce n'est pas possible, mais viens, je vais t'expliquer pourquoi. Et puis je prends le temps de leur expliquer pourquoi je dois leur dire non. Et je te le dis, Anna, c'est apaisant, parce que nous voulons tous que l'organisation fonctionne bien. Pourquoi on te dit non? Et c'est pour ça. Pourquoi on te dit non? Et c'est pour ça, ça et ça. Parce que si on le fait, ça va arriver ça et ça et ça dans l'organisation. Et écoute, ça ne marche pas. Thomas, tu ne sais pas à quel point je te suis reconnaissant. Ainsi, souvent, un non bien dit, avec empathie, finit par être absolument salutaire. Je pense donc que tous, où que nous soyons dans l'organisation, chaque jour, et pas seulement un jour par mois, nous allons être confrontés à des situations où des personnes sont contrariées, mal à l'aise, ou quelque chose ne fonctionne pas pour elles, pour une raison ou une autre, dans leur travail. Et nous, dans la mesure où nous voyons cela avec empathie, et où nous nous demandons « Qu'est-ce que je voudrais ? Quelles informations voudrais-je avoir ? Quel traitement voudrais-je recevoir de la part de la personne à qui je parle pour me sentir plus tranquille après cette conversation ?» C'est pourquoi je prononce ce petit mot. Je pourrais m'arrêter sur beaucoup d'autres mots, mais ce mot « empathie » semble être la racine d'une organisation apaisante.
Oui, je suis d'accord avec toi. C'est comme le centre de beaucoup de choses. Et je te remercie profondément d'avoir évoqué ces micro-habitudes qui me viennent à l'esprit et au cœur quand je t'écoute, et qui pourraient être des micro-habitudes curatives. En d'autres termes, en tant que membre, en tant que leader, si l'on est vraiment présent, disposé à écouter l'autre, à l'aider, à le regarder dans les yeux, à reconnaître notre humanité commune, à reconnaître nos objectifs communs, on peut vraiment, chaque jour, avoir des micro-habitudes curatives, car finalement, ce chemin vers une organisation curative transcende la déclaration. La déclaration est un cadre, mais cela doit se traduire en micro-comportements et en habitudes quotidiennes. Donc, je trouve cela fantastique. Thomas, veux-tu faire un dernier message pour conclure ? Anna, je pense que le message sous-jacent est le suivant. L'organisation bienveillante n'est pas un simple slogan. Ce n'est pas une mode, ce n'est pas seulement un livre que nous avons beaucoup lu. C'est vraiment quelque chose qui devrait nous aider tous à construire et à reconstruire d'une certaine manière ces habitudes organisationnelles qui nous permettent de venir travailler avec plaisir. Nous n'avons aucune raison de venir passer un mauvais moment. Il y a déjà suffisamment de choses compliquées dans la vie. Il se passe 1000 choses en dehors du bureau, évidemment. Mais ici aussi, la tendance au chaos dans toute entreprise est absolue. Ainsi, aucun des plans que nous élaborons ne fonctionnera exactement comme prévu. Autrement dit, le client n'achètera pas toutes les tonnes que nous voulions lui vendre. Le prix ne sera pas toujours celui que nous souhaitons. Le coût ne sera pas celui dont nous avons besoin. Tout a tendance à ne pas se réaliser à 100%. Mais il ne faut pas ajouter d'autres éléments aux micro-frustrations que la vie professionnelle apporte traditionnellement, n'est-ce pas ? Parce que le monde n'est pas parfait. C'est un peu ça. Il s'agit de comprendre quelle organisation curative, ce que nous faisons est un manifeste très profond, car nous sommes une entreprise où venir travailler est vraiment une joie pour tous, pour affronter avec enthousiasme, malgré ses difficultés, notre objectif supérieur, qui est absolument beau et transformateur pour la communauté et la société, n'est-ce pas ? Alors, oui, soutenons-nous. Rendons ce chemin aussi divertissant que possible, afin de ne pas ajouter à la vie plus d'ingrédients difficiles que ceux qu'elle apporte déjà en soi, en tant qu'être humain, à n'importe quelle époque, mais aussi au XXIe siècle. Oui, surtout au XXIe siècle. Oh Thomas, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette conversation apaisante. À toi aussi, Anna. Merci beaucoup.